quant à l'origine des marchandises. Et après, on détaillera l'accord UE Royaume-Uni. Donc, sur la première slide, donc on va faire la slide suivante. Donc, au niveau du plan, voilà, au niveau du plan, donc on va revenir sur qu'est-ce que l'origine douanière. Ça, le premier point. Le deuxième point, sur l'accord d'origine, comment cela fonctionne, avec dedans la définition des règles d'origine, les produits entièrement obtenus, l'opération insuffisante, opération suffisante, les annexes sur les RSP, les cumuls bilatéraux, les cumuls totaux, l'hypothèse du contrôle douanier, qu'est-ce qui se passe, et après, vous, des orientations pour avoir des renseignements. Juste, on ne l'a pas précisé, bien sûr, les supports vous seront communiqués à l'issue du webinaire. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Donc, on est parti. Maïté. Oui, alors bonjour. Moi, je suis donc Maïté Rémy-Géraud de la cellule conseil aux entreprises de Bordeaux. Je travaille avec Marie. Alors, en préambule, on reprend un petit peu quand même les fondamentaux douaniers parce que quand on parle d'origine, pour déterminer le traitement douanier d'une marchandise, hein, que ce soit à l'import ou à l'export, sur la déclaration en douane, il y a quand même 3 éléments qui sont indispensables et indissociables. Donc, c'est l'espèce, l'origine et la valeur. Et donc, l'espèce en premier lieu, alors brièvement, qu'est-ce que c'est? C'est la nomenclature, c'est la déclinaison tarifaire de la dénomination commerciale d'une marchandise, hein, et c'est ce qui nous permet en fait d'appliquer les taux de droits de douane et les éventuelles mesures de politique commerciale qui concernent cette marchandise. On vous montrera un peu comment aller vérifier tout ça, comment faire les recherches si vous avez des doutes dans ces domaines-là, mais l'espèce est un élément très important dans la déclaration en douane. C'est le bureau Comine 3, la Direction générale des douanes, qui est en charge de la réglementation sur ces 3 fondamentaux. Et on verra un petit peu plus loin qu'il y a des outils pour lesquels vous pouvez faire des recherches ou sécuriser aussi vos opérations douanières. Les cellules conseil sont là pour vous conseiller. On le fait gratuitement. Hein, c'était des entretiens personnalisés. Alors, chaque entreprise se rapproche en revanche de son PAE de rattachement. Donc, nous, Bordeaux, hein, on œuvre un peu pour le département 33, 47 et 24. Les autres départements, il faudra vous rapprocher de votre PAE, de Poitiers certainement, ou de Bayonne si vous êtes dans les autres départements. Alors, qu'est-ce que l'origine douanière? Si on peut passer à la diapo suivante. L'origine douanière, en fait, pour savoir ce que c'est, déjà, on commence par savoir ce que ça n'est pas. On fait par exclusion. Donc, qu'est-ce que l'origine douanière? Déjà, ça n'est pas la provenance d'une marchandise. On va voir que c'est des notions qui reviennent fréquemment, qui parfois ont besoin d'être un petit peu éclaircies parce qu'il y a des zones d'ombre. Donc, en fait, la provenance d'une marchandise, hein, ça correspond au flux physique d'une marchandise entre 2 pays. C'est pas parce qu'une marchandise a été déchargée et rechargée dans un port ou un aéroport qu'elle a changé d'origine. Son origine, elle ne change pas, quelles que soient les modalités de transport. S'il y a un transbordement, ça ne confère pas le caractère originaire à une marchandise. Donc, ça n'est pas la provenance, la marchandise. Hein. À la slide suivante, on verra que ça n'est pas non plus le statut douanier de la marchandise, ça n'est pas l'origine d'une marchandise. Donc, il faut vraiment retenir que l'origine d'une marchandise, elle ne change jamais sans transformation. En l'absence de transformation, alors on parle de transformation substantielle ou suffisante, les produits conservent toujours leur origine initiale en fait. Hein. On peut avoir à parler de statut douanier de l'union d'une marchandise. Donc on en parle quand une marchandise a fait l'objet d'une mise en libre pratique, c'est-à-dire du paiement des droits et éventuellement autres taxes à l'entrée sur le territoire douanier de l'Union. On va dire que cette marchandise, elle a acquis le statut Union. Et donc, ça lui permet de circuler entre tous les États membres de l'Union européenne. Mais elle n'est pas encore mise à la consommation. Hein. La mise à la consommation, c'est quand on paie la TVA, notamment. Et donc, ça, c'est dans l'état de consommation.
Voilà. Mais une marchandise mise en libre pratique qui a payé les droits de douane et éventuellement autres taxes, hormis la TVA, elle peut circuler dans tout le territoire, donc elle a acquis le statut douanier de l'Union. Alors, petite précision, les opérations d'achat-revente entre tous les États membres ne suffisent pas à conférer l'origine Union européenne à une marchandise. On va voir qu'il y a des règles à respecter. Une marchandise tierce mise en libre pratique au Havre, par exemple, prend le statut UE, mais elle n'a pas l'origine UE pour autant. D'accord? Elle va garder son origine pays tiers. À la slide suivante, on voit que on peut avoir une origine non préférentielle et une origine préférentielle pour une marchandise. Alors, une marchandise, elle a toujours une origine non préférentielle, c'est-à-dire que ça correspond généralement au lieu de fabrication, au lieu de production du produit. On va parler d'origine non préférentielle. Et là, on n'a pas besoin de prouver, enfin, aucune preuve d'origine spécifique n'est requise pour l'origine non préférentielle. Cette origine non préférentielle, on va s'appuyer dessus pour appliquer le tarif extérieur commun, le tarif des droits de douane, des droits anti-dumping, pour les statistiques et autres mesures, le Made in France aussi notamment. Il n'est pas besoin de prouver son caractère par un document en fait. En revanche, quand on utilise une origine préférentielle, c'est-à-dire quand l'Union européenne a conclu des accords commerciaux avec des pays ou des groupes de pays, on peut, en plus de l'origine non préférentielle, bénéficier d'une origine préférentielle. Et là, cette origine préférentielle, elle va nous permettre d'obtenir une préférence tarifaire. Le produit qui est importé dans le pays concerné va pouvoir bénéficier d'une préférence tarifaire avec des droits de douane à zéro ou réduits, ça dépend des accords, mais il va falloir prouver l'origine préférentielle de ce produit. Donc là, on va parler de preuve d'origine. Et là, dans ce cas-là, c'est obligatoire. Donc, les documents, on va voir, qui sont présentés, ce sont des EUR1, des déclarations d'origine, des attestations d'origine. On a des nouveaux accords qui prévoient notamment la connaissance de l'importateur. On va voir que c'est quelque chose qui a été introduit dans l'accord commercial avec le Japon et qui est applicable dans notre accord avec UE Royaume-Uni. On le verra suivant, où là, on n'a pas besoin de produire un document spécifique. Dans ce cas de figure, il n'y a pas de document standard. Alors, on va voir à la slide suivante, donc, qu'une marchandise possède toujours une origine, on l'a dit, non préférentielle. Donc, c'est ce qu'on appelle une origine de droit commun, c'est sa nationalité en quelque sorte. Et elle peut en plus avoir une origine préférentielle. Donc, tout dépend si des accords commerciaux ont été conclus ou pas. Ce n'est pas obligatoire du tout. Ce qu'il faut préciser, c'est que les accords commerciaux, même s'ils présentent des similarités, ont des différences. Et donc, en fait, pour chaque expédition de produits avec un pays ou un groupe de pays avec lequel l'Union européenne a conclu des accords, il faut toujours revenir à l'accord et au protocole qui a été signé pour voir quelles sont les conditions précises d'application. Ça, c'est très important parce que parfois, on peut avoir des petites différences, notamment sur les mentions à reproduire sur les factures pour quand on justifie de l'origine préférentielle. Et donc, il faut toujours recourir à cet accord. On vous montrera où est-ce que vous pouvez trouver ces protocoles sur le site de la douane notamment. Alors, en résumé à la slide suivante, quand on parle d'origine, on ne parle pas de provenance ni de statut, on parle d'origine non préférentielle ou d'origine préférentielle. Donc cette notion qui est importante, hein, il faut vraiment la prendre au sérieux parce que des contrôles existent, on vous en parlera un petit peu plus loin. Et si vous voulez vraiment sécuriser vos opérations, il ne faut pas hésiter à vous renseigner en amont de vos opérations d'import ou d'export pour pouvoir vraiment sécuriser ces opérations. Vous avez des pôles d'action économique qui sont là pour ça, entre autres. Voilà. Je vais passer la parole à Marie sur comment fonctionne un accord.
Tout à fait. Alors là, nous sommes sur le deuxième aspect, donc l'accord d'origine, comment cela fonctionne-t-il? On est bien d'accord que là, nous sommes dans le cas de l'origine préférentielle, puisqu'on va chercher à donner une origine préférentielle et on va s'appuyer sur un accord pour le faire. Ce qu'il vous faut savoir, non, slide avant, Madame Catherine, la slide d'avant, voilà. Ce qu'il vous faut savoir sur un accord qui est également appelé protocole origine, généralement, il est composé en 3 parties. Vous avez une première partie qui va définir les notions et les concepts généraux. Une deuxième partie qui va parler des types de preuves sur l'origine qui peuvent être admises. Et vous avez la fameuse annexe sur ce qu'on appelle les RSP, c'est-à-dire les règles spécifiques produits. Donc, on va revenir sur chacun des aspects. Donc, slide suivante. Sur la partie 1 de l'accord, on va définir des règles d'origine, ce que vous avez à l'écran. Hein. Donc, dès le départ, on va vous dire ce que l'on considère être des produits entièrement obtenus. Ici, dans chaque accord, vous allez avoir une liste positive de produits bruts, minéraux, animaux vivants, donc vous avez des exemples, dont l'origine peut être déterminée facilement. Donc, c'est le pays d'extraction, c'est la récolte. Du blé qui est récolté en France, c'est du blé français. D'accord? Il n'y a pas de difficulté. Voilà. Et ensuite, vous avez dans la définition des règles d'origine des opérations dites insuffisantes. Ce sont des opérations qui ne conféreront jamais l'origine à un produit. Donc, on vous donne des exemples. L'emballage, juste passer un coup de peinture, un mélange, une mise en bouteille. Ça, ce sont des opérations dites insuffisantes qui ne permettent pas de conférer l'origine. En fait, l'idée, c'est d'éviter qu'on obtienne trop facilement l'origine d'un pays, c'est-à-dire on veut de l'origine France, mais on fait venir, je dis n'importe quoi, hein, on fait venir de Chine, du Maroc, peu importe, ou des États-Unis, quelque chose, et on le met en France dans un carton. Ben non, c'est pas de l'origine France parce que ça a été emballé, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est sa définition sur ces règles d'origine-là, produire entièrement obtenu, opération insuffisante. Slide suivante, on va voir ce que sont les opérations dites suffisantes. Ça, ces opérations suffisantes, vous les trouvez dans les annexes sur les RSP, les règles spécifiques par produit. Généralement, ces opérations suffisantes, elles sont dans la fameuse annexe ou partie 3 de chaque accord. D'accord? C'est la fameuse annexe où vous avez les éléments qui vont permettre pour vous de savoir si ce qui est fait sur votre marchandise est suffisant. Donc, ce qu'on vous a écrit, les accords préférentiels de l'Union européenne prévoient des règles d'origine dans une annexe qui indique pour chaque produit en fonction de son classement dans la nomenclature douanière, le degré de transformation requis. Exemple 1, on nous a pris l'exemple de l'accord Union européenne-Chili. Alors, quand vous avez marqué dans la première colonne EX chapitre 22, ça veut dire EX, c'est pas exemple, c'est extrait du chapitre 22. D'accord? Dans l'extrait du chapitre 22, on va s'intéresser aux boissons liquides alcooliques et vinaigres à l'exclusion D. Et là, dans la troisième colonne, on va vous dire ce qu'il vous faut pour que effectivement, ça confère l'origine souhaitée à votre produit. Dans ce cas-là, on vous dit fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Ça veut dire qu'on vous demande un changement de position tarifaire. Et à cette obligation de changement de position tarifaire, vous avez la petite conjonction de coordination et on vous demande quelque chose en plus. C'est ce que vous avez dans le deuxième tiré, dans laquelle tout le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisé doivent être entièrement obtenues. C'est-à-dire entièrement obtenues, ça veut dire que ces matières premières sont obtenues, récoltées dans une des parties à l'accord. C'est important de regarder dans l'accord ça, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, le cœur de la négociation de l'accord entre l'Union européenne et le pays, il est là, en fait. Qu'est-ce qui va permettre qu'on trouve un accord et qu'on arrive à donner une origine préférentielle? Puisqu'en fait, l'origine préférentielle, c'est fait pour favoriser certains types de produits. Donc, les opérations suffisantes, vous voyez comment ça fonctionne. Vous avez toujours les annexes avec plusieurs colonnes. La première colonne vous renvoie à la nomenclature qui concernait. On vous la détaille et dans la dernière colonne, on vous dit ce qu'il faut faire. Slide suivante. Autre exemple, là, on vous a donné l'exemple de l'accord UE-Canada pour des voitures de tourisme.
Donc, où on vous dit que la position première colonne 87,03, il faut qu'il y ait production dans laquelle la valeur de toutes les manières non originaires utilisées ne dépasse pas 50% de la valeur transactionnelle ou du prix des parts usines du produit. Là, on a de la chance sur l'accord UE-Canada, c'est écrit en toutes lettres, donc c'est lisible. Même par un novice, c'est lisible. Autre exemple, l'accord UE-Japon. Donc là, on vous donne dans la première colonne le chapitre 88 et les positions tarifaires concernent les 88,01 à 88,05. Ici, alors, si vous n'êtes pas familiarisé avec les accords d'origine, c'est illisible. C'est-à-dire que vous avez marqué CP. On vous a mis en bas, en petit, ce que ça veut dire. Quand vous avez marqué dans l'accord CP, c'est le changement de position tarifaire. Max MNO, c'est le maximum de matière non originaire. Donc, généralement, on vous met un pourcentage à côté qui est autorisé. Et le PDU, c'est le prix des parts usines. Et ensuite, dans cette partie-là, on vous dit où TVR, 55% FAB. TVR, c'est ta teneur-valeur régionale, vous l'avez écrit en petit, et c'est toujours assorti d'un pourcentage en FAB, c'est-à-dire prix franco à bord. Donc ça, ce sont deux autres exemples de la manière dont sont formulées les règles d'origine et les opérations suffisantes. Slide suivante. Là, on a pris l'exemple de la règle d'origine pour les yaourts pour le Royaume-Uni. Donc, on a position de tarifaire 0,401 à 0,410, où on vous dit que là, toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues, c'est-à-dire dans l'une des parties, c'est-à-dire que le lait, on ne va pas faire venir du lait d'ailleurs, c'est du lait UE ou Royaume-Uni. Et, donc c'est cumulatif, le poids total des matières non originaires des positions 17,01 et 17,02 ne dépasse pas 20% du poids du produit définitif. Alors, c'est-à-dire que le poids total des matières non originaires, c'est-à-dire qu'on va, c'est les yaourts, par exemple, les yaourts sucrés, on va rajouter du sucre. Il ne faut pas que ça dépasse 20% du poids du produit. Pourquoi on vous détaille ça? Parce qu'en pratique, il y a ce qu'on appelle des tolérances d'incorporation. Alors, la tolérance d'incorporation, c'est le petit encart que vous avez en dessous, le petit focus. Voilà, merci. Il s'agit d'une règle de tolérance d'incorporation de matières non originaires, par exemple le sucre, lorsque la règle d'origine n'est pas respectée. En général, c'est 10 à 15% du poids de la valeur du produit. Alors, la règle 10 à 15%, ce sont des règles en gros, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois les voir dans l'accord. Par exemple, le Royaume-Uni, là, on vous dit que c'est 20%. D'accord? Mais généralement, c'est cette teneur-là. Et faites bien attention, ce qu'on vous met, c'est au cas par cas. C'est selon les produits, les accords et le type de règle d'origine. Donc, ce que vous avez appris pour un accord ne sera pas forcément valable pour un autre accord. Il faut vraiment prendre la peine de les regarder. Après, si vous avez des difficultés, vous posez les questions. Hein. Je veux dire, nous, on est là. Des fois, pareil, nous, on a des difficultés. Donc, les questions, on les fait remonter à la direction générale. Mais vous n'hésitez pas à venir vers nous en nous expliquant, écoutez, moi, je rencontre des difficultés. Je ne comprends pas, je n'y arrive pas. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Également, c'est sur la slide suivante, dans les accords, vous avez ce qu'on appelle des cumuls. Alors, il peut y avoir du cumul bilatéral. Alors, je vous explique ce que c'est. Donc, on l'a écrit, c'est un mécanisme qui permet d'acquérir de manière facilitée l'origine en considérant que les matières originaires du pays partenaire sont originaires de l'autre partie. Donc, on fait un cumul bilatéral. Donc, si le produit fini ne remplit pas la règle d'origine au départ, en fait, on va considérer que le produit qui est obtenu dans l'autre partie fait partie de l'origine du pays partenaire. Le cumul total, en revanche, on va considérer que les opérations qui sont réalisées dans le pays partenaire sur des matières non originaires sont réalisées comme ayant été faites chez soi. Donc, c'est pareil. Donc, on va plus loin dans la règle de cumul. L'idée, ce qu'on vous a écrit, c'est que le cumul incite à se fournir en bien intermédiaire auprès de son partenaire.
Voilà, pour pas faire venir finalement des produits toujours de l'extérieur. Voilà, c'est pour privilégier une relation commerciale avec les pays partenaires à l'accord. Donc ça, c'est à gros traits ce qu'il vous faut en gros comprendre sur l'utilisation et la lecture d'un accord origine ou d'un protocole origine. On va maintenant, je vais repasser la parole à ma collègue, partir sur la slide suivante sur les hypothèses de contrôle. Oui, alors, qui dit preuve d'origine dit contrôle. À un moment donné, il faut prendre conscience en fait que pour bénéficier de ces droits de douane réduits à l'import ou nuls, il faut remplir plusieurs conditions quand même, hein. Il faut que le produit soit originaire au sens de l'accord considéré, donc en application des règles qu'on vous a expliquées. Il faut bien sûr que l'importateur sollicite cette préférence tarifaire, c'est pas automatique, hein. Ça se sollicite avec des codes qu'on verra plus loin sur la déclaration en douane, mais il faut aussi détenir une preuve d'origine. Donc cette preuve d'origine, elle peut être amenée à être vérifiée lors des contrôles en fait. On va voir comment ça se passe, mais il faut savoir que l'opérateur qui atteste de l'origine de son produit, il a une responsabilité quand même. Donc, d'où l'intérêt de vraiment bien vérifier si votre produit remplit les critères pour être déclaré originaire, surtout évidemment, quand il s'agit d'origine préférentielle. Donc, en fait, le type de contrôle qui va être mené par l'administration va dépendre du choix de la preuve d'origine qui est sollicitée par l'opérateur. Donc, on va voir sur la slide suivante que il y a plusieurs en fait types de preuves qui peuvent être avancées par les opérateurs. Donc avant on avait les formes A, les certificats EUR1 qui tendent à disparaître pour être, alors forme A il n'y a plus, mais le UR1 existe encore, mais il est vraiment en cours de disparition quand même parce qu'il a tendance à être remplacé par l'attestation ou la déclaration d'origine et par une nouvelle preuve d'origine qui commence à être introduite, donc c'est la connaissance de l'importateur, donc je vous en parlais un peu tout à l'heure. Alors, quand il y a des contrôles, c'est soit selon des modalités assez standards qui vont correspondre aux preuves d'origine sur certificat EUR1 ou sur attestation ou déclaration d'origine. Dans ce cadre de figure, il y a une coopération administrative qui fonctionne en fait entre les États membres des États partenaires commerciaux. Donc, sur demande du pays d'importation, c'est la douane du pays d'exportation qui vérifie auprès de l'exportateur si le produit est originaire. Alors, exemple, une exportation de France vers Israël. L'État d'Israël demande à la France de vérifier une déclaration d'origine. Voilà. Et là, c'est la France qui fait le contrôle et qui va communiquer avec Israël sur les résultats de son contrôle. Donc ça, c'est la manière assez classique de fonctionner. On verra après les attestations, déclarations d'origine un peu plus en détail. Il faut savoir que chaque accord prévoit certaines modalités de preuve d'origine. Donc, pour certains accords, on va avoir la nécessité d'avoir le statut d'expéditeur agréé. Pour d'autres, expéditeur enregistré pour pouvoir faire des envois au-dessus de 6 000 € et pouvoir utiliser la preuve d'origine sur attestation ou déclaration. Voilà. Bon, ça, c'est au fur et à mesure, on voit ça. La deuxième modalité de contrôle qui est un peu plus récente et qui est un peu moins standard, donc qui a été introduite par l'accord commercial UE-Japon et qui aujourd'hui va être utilisé pour l'accord commercial UE-Royaume-Uni. Il n'y a pas de coopération administrative entre les autorités. Là, c'est vraiment l'importateur, c'est à l'importateur de justifier auprès des autorités douanières du pays importateur l'origine du produit qu'il importe. Donc, on va voir que ça nécessite pour lui de disposer de tous les éléments que l'exportateur aura bien
vous lui communiquez pour prouver le caractère originaire du produit qu'il importe. On verra ça un peu plus en détail plus loin. Donc, à la slide suivante, on parle de connaissance de l'importateur. Donc, on vous disait, c'est une notion qui est un peu nouvelle, qui a été anticipée dans des négociations entre l'UE et le Japon et qui aujourd'hui est applicable avec le Royaume-Uni. Cette preuve de l'origine utilisable, vraiment, elle nécessite de bien connaître les règles d'origine du produit que l'on importe. C'est-à-dire que là, l'importateur, il va avoir la responsabilité de vérifier avec son fournisseur si tous les éléments en sa possession lui permettent de vraiment déclarer l'origine préférentielle du produit. Donc, on verra que si on sollicite cette preuve-là, il faut, avant de faire la déclaration, avoir toutes les informations en sa possession. Donc, on le développera un peu plus loin. Alors, pour savoir quelle est l'origine de son produit, on se renseigne, voilà. On va être obligé quand même d'aller rechercher quelques informations pour vérifier, à la slide suivante, s'il vous plaît, les taux de droits de douane qui s'appliquent d'une part dans l'État du pays partenaire avec lequel on commerce. Pour ça, on peut aller voir sur Access to Market, on vous en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure avec l'accord Royaume-Uni. Les droits et taxes sont accessibles, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a d'autres informations qui sont disponibles sur ce site-là qui sont très utiles. Les taux de droits de douane aussi à l'import dans l'Union européenne sont vérifiables sur RITA, qui est donc l'outil qui est disponible sur le site de la douane en libre accès. Et les accords, les protocoles d'accord, ainsi que ceux qui sont en cours, qui sont encore en négociation, mais qui seront diffusés, tout ça, c'est disponible sur le site de la douane. Hein, il suffit de taper accords et en fait, vous avez toute la liste des accords qui sont déjà aujourd'hui en vigueur. Vous pouvez retrouver le protocole pour aller rechercher les mentions à faire figurer sur vos attestations d'origine et vous pouvez aller vérifier quelles sont les futures zones qui sont en cours de négociation. Alors, à la slide suivante, si vous avez, je le rappelle, des interrogations et surtout besoin de conseils pour savoir quelle démarche faire pour vraiment sécuriser vos opérations d'importation, d'exportation, les cellules conseils peuvent vous accorder un entretien personnalisé qui est gratuit, je le rappelle. Et pour le PAE de Bordeaux, donc ce sera ma collègue et moi-même à la cellule conseil de Bordeaux. Donc pour les départements 33, 47 et puis 24. Voilà. Après les autres départements, vous vous rapprochez du PAE de rattachement qui vous accordera aussi un entretien voilà, sur le planning de disponibilité. Je vais repasser après la parole à ma collègue. On va du coup maintenant commencer un peu plus en détail l'accord de commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et je reviens après. Oui. Je pense qu'il faut changer Catherine, il va falloir changer voilà, oui. C'est gentil. Puisque là, on rentre dans le vif du sujet. On va partir sur l'accord avec le Royaume-Uni. Donc, certains des éléments qu'on a développés avec vous, on va le revoir de manière un peu plus approfondie dans le cas spécifique échange avec le Royaume-Uni. Donc voilà. Voilà, ça se met en place, c'est impeccable. Super. Super. Donc, la slide suivante, donc ça, c'est spécifique à l'accord. Et slide suivante, voilà. Alors, au niveau du plan que l'on va vous présenter, donc, il y a, et c'est valable pour tous les accords, alors c'est facilité quand même pour l'accord avec le Royaume-Uni, c'est l'étape préalable. Il faut vous assurer que vous avez intérêt à recourir à l'accord. Une fois qu'on se rend compte qu'on a intérêt à recourir à l'accord, on va vous rentrer plus dans le détail, on va regarder les conditions qui sont à respecter. Alors, il y en a 3, on y reviendra. Le produit doit être originaire de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, première condition. Deuxième condition, l'importateur doit solliciter
le bénéfice du traitement tarifaire. On attire l'attention sur ça, ce n'est pas automatique. Vous devez faire la demande et vous devez pouvoir justifier du caractère originaire par une attestation d'origine ou une connaissance de l'importateur. Et là, on va revenir dans le détail parce que en termes de confidentialité des données, il y a des choses quand même où il faut que vous soyez avertis. Troisième partie, ce sont les autres dispositions importantes de l'accord, les règles de cumul. Donc là, il y a des règles de cumul bilatérales totales. Il y a des notions d'opération insuffisantes qu'on va revoir et les règles, les RSP, règles spécifiques produits, avec mentionnées qui sont soit alternatives, c'est-à-dire on vous indique ou, soit cumulatives, on vous indique et. Donc, très rapidement, ça, je vais passer vite parce que maintenant, bon, c'est de la culture générale, vous le savez. Oui, c'était bon, Catherine, voilà. Oui, c'est bien à moi, hein, Maïté, c'est ça. Hein, Non, c'était moi, mais si tu veux. Ah, mais vas-y, alors vas-y, ça me va. C'est la cible ce qui me semblait. Oui. Vas-y. Alors juste, bien sûr, depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, on était, suite à ce retrait, et la fin de période de transition qui s'est terminée le 31 décembre 2020. Un accord commercial a été conclu donc, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne assez tardivement, hein, je crois que c'était vers le 24 décembre. Et donc, suite à la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, évidemment, on n'est plus sur des déclarations d'échange de biens, comme on vous l'a dit, comme auparavant. On a l'obligation d'établir pour tous les échanges, en fait, entre les deux parties, une déclaration en douane de type DAU. Alors, quand on fait une déclaration en douane, je vous ai dit, on utilise le triptyque douanier pour affecter un régime à une marchandise et une destination douanière. Donc, droits et taxes à régler sur la déclaration en douane. L'accord commercial permet de supprimer ces droits de douane et les quotas qui seraient applicables s'il n'y avait pas d'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et donc, ça permet un échange entre les deux États partenaires sans droits et taxes applicables, sans quotas non plus. Et c'est important parce qu'en fait, le tarif britannique qui est mis en place, il n'est pas négligeable. Hein. On a une moyenne de taux de droits de douane de plus de 5%. Et jusqu'à 10% pour des produits sensibles comme l'automobile. Donc, c'est intéressant pour les produits Union européenne d'avoir cet accord qui existe entre les deux parties. Mais alors attention, on vous le rappelle, un accord commercial, ça ne veut pas dire zéro formalité. Il y a un accord commercial, certes, mais ça ne nous soustrait pas à l'obligation d'établir une déclaration en douane. Même si le taux de droit de douane il est à 0, il faut établir une déclaration en douane dans un flux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, on va passer à la slide suivante pour voir que l'accord de commerce, il est inédit sous plusieurs angles. Évidemment, compte tenu de l'intensité des échanges entre les deux zones commerciales, puisque c'est un accord qui recouvre des montants colossaux qui n'ont pas été égalés jusqu'à maintenant dans un accord commercial. Et en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la France a un excédent de près de 13 milliards d'euros dans son commerce avec le Royaume-Uni. Donc, ça représente notre premier excédent commercial, hein, avec 120 000 entreprises qui commercent avec le Royaume-Uni. Donc, pour la France, pour l'Union européenne, c'est très important, mais pour la France, c'est également un accord commercial qui a son importance dans nos échanges. L'Union européenne elle a aussi un flux très important avec le Royaume-Uni, puisque c'est de très loin le premier partenaire de l'État britannique. Hein. En 2018, 53% des importations britanniques sont d'origine Union européenne et 47% de ces exportations sont destinées à l'Union européenne. Donc en fait, le flux est très important et le Royaume-Uni, c'est notre deuxième plus grand marché d'exportation pour l'Union européenne en fait. Donc c'est un accord crucial
par l'intensité des échanges commerciaux entre les deux parties. C'est aussi un accord qui a son importance parce que c'est le premier État membre, le Royaume-Uni, à quitter l'Union européenne qui jusqu'à maintenant était dans une dynamique d'extension. Là, cette dynamique, elle a été un peu stoppée par ce retrait de l'Union européenne. Mais il faut insister sur le fait que c'est un accord qui permet de fonder quand même un partenariat économique et social qui va au-delà finalement des échanges de biens, puisque ça couvre cet accord commercial et de coopération, la sémantique est importante. C'est un accord qui couvre des domaines qui vont au-delà des échanges commerciaux, puisque ça concerne également l'investissement, la concurrence, les aides d'État. Voilà, donc en fait, l'accord va au-delà des échanges commerciaux et c'est vrai que c'est un accord qui a été négocié dans un temps record puisque vraiment on l'a su fin décembre pour une application au 1er janvier, donc c'était quand même assez rapide. Voilà. Alors, les étapes à la slide suivante, comment on bénéficie de cette exonération de droits de douane au titre de l'accord de commerce. La première étape à suivre, c'est de s'assurer de l'intérêt de recourir à l'accord. Déjà, on vérifie si le produit qui nous concerne n'est pas exonéré déjà de base pour son exportation au Royaume-Uni. Donc pour ça, on peut aller sur le site Access to Markets, on en parlait tout à l'heure. C'est un site mis en place par la Commission européenne et qui a succédé à Market Access Database. Et c'est vraiment un site qui est fait pour aider les entreprises dans leur démarche douanière. Cet outil-là, il permet d'aller vérifier les droits et taxes qui sont applicables, mais pas uniquement, puisqu'il y a un outil d'auto-évaluation des règles d'origine qui s'appelle ROSA et qui permet d'aider les entreprises à déterminer avec des étapes simples en fait. Elle permet pour les entreprises d'aller vérifier quelles sont les règles applicables et de vérifier surtout si elles respectent les règles pour pouvoir prétendre à l'origine préférentielle de leurs produits. Donc, ce guide-là, il a vocation à s'étoffer. À la slide suivante, donc Marie va vous détailler un peu plus le fonctionnement de market data, de Access to Markets, justement, oui, qui modifie le précédent. Tout à fait. Alors, juste une remarque, quand vous aurez la présentation que l'on vous a préparée, toutes les captures d'écran qu'on vous a faites là, c'était en fait surtout sur la slide d'avant, vous verrez, vous pouvez cliquer dessus, ça vous amène directement sur le site internet. D'accord. Donc, c'est où vous cliquez directement, ça dépend des ordinateurs, ou contrôle-clic suivant ce que vous avez. Mais généralement, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre pour vous dire l'opération que vous devez faire pour pouvoir faire une connexion directe. Alors, est-ce que étape préalable, est-ce que j'ai besoin de recourir à l'accord? Ici, on vous a mis deux exemples. Par exemple, l'exemple 1, c'est un téléphone classé à la nomenclature 85 17 12. Donc, quand je vais sur Access to Market, d'où l'importance du triptyque douanier, espèce, origine, valeur. L'espèce, c'est votre code SH. Donc ici, vous le tapez, le 85 17 12. Le pays d'origine, c'est la France, et vous le faire partir vers le Royaume-Uni. Donc quand vous remplissez ça, vous faites rechercher, et vous allez voir que va s'afficher à l'écran, c'est la slide suivante, ce que l'on vous dit sur les droits de douane. Donc, vous avez deux lignes, MFN et EU. MFN, c'est la Most Favorite Nation, c'est-à-dire les taux de droits de douane normalement appliqués. Ici, vous avez marqué 0%. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'appliqué. La ligne en dessous, EU, ce sont les taux de droits de douane de l'Union européenne, 0 aussi. Donc, si vous êtes à 0 partout, vous n'avez aucune utilité d'invoquer l'accord puisque on ne va pas vous faire payer le droit de douane.
D'accord? Donc, ça ne sert à rien d'aller vous embêter à faire me demander à ce qui est l'accord, puisque il n'y a pas de taux de droit de douane. Donc, l'accord ne vous fera rien gagner, si ce n'est perdre du temps, parce qu'il va falloir remplir et faire le solliciter, l'utilisation de cet accord. En revanche, slide suivante. Autre exemple, une voiture classée à nomenclature 87032210, donc je fais la même étape, hein. Je rentre le code SH de mon produit dans les premiers cartouches, le pays d'origine, la France, et le pays de destination, le Royaume-Uni. Je fais rechercher, et là, je vois que apparaît en taux de droit de douane 10% de ce qui arrive de l'extérieur de l'Union européenne. Alors que s'il y avait un accord, ça serait 0%, s'il y avait un accord avec l'Union européenne. Dans ce cas-là, clairement, votre produit n'est pas exonéré de droit de douane, vous allez en payer 10%. Donc, ce n'est quand même pas négligeable, puisqu'une voiture, ce n'est pas une majorette que vous faites venir. D'accord? Donc, ici, votre produit, ce qu'on vous a mis dans la carte bleue, votre produit n'est pas exonéré au titre du tarif extérieur commun, le fameux TEC de l'Union européenne ou du fameux Global Tarif britannique, l'UKGT. Dans ce cas-là, il vous faudra demander à utiliser l'accord. Et ce que vous avez sur la slide suivante, il vous faut donc demander dans l'encart bleu de faire jouer, non, slide d'avant, pardon, slide d'avant, de faire jouer l'accord pour justement ne pas payer ces fameux 10%. Et dans ce cas-là, ce qu'on vous a dit avec ma collègue Maïté, c'est que il vous faudra, et on va revenir sur ça, il vous faudra solliciter il vous faudra solliciter cet accord, c'est-à-dire ce n'est pas automatique. Il vous faudra en faire la demande lorsque vous ferez votre déclaration. Donc là, slide suivante, ce que l'on vient de vous montrer avec Access to Market, vous avez exactement la même chose, mais peut-être de présentation moins intuitive avec Rita. Quand vous allez sur le site RITA, que vous avez sur le site de la douane française, donc là pareil, on vous a mis le visuel, vous cliquez dessus, vous y allez directement. Slide suivante, on a repris l'exemple de la fameuse voiture classée à la nomenclature 87032210, et là vous avez ces énormes tableaux avec plein de choses écrites et qui ne sont pas très lisibles. Mais c'est exactement la même chose que vous avez sur le Access to Market, qu'on vient de voir avec les encarts jaunes. C'est la même chose, présenté différemment, mais c'est la même chose. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser le RITA sur le site de la douane, continuez. Si vous voulez tester l'autre, vous pouvez, puisque visuellement, c'est vrai que c'est beaucoup plus intuitif. Mais vous avez les deux moyens pour arriver finalement à savoir si vous devez ou pouvez utiliser l'accord. Alors, je te fais la présentation ou tu le fais? Sinon, j'allais reprendre la main. Allez, vas-y, je te la laisse. Ça marche. Alors, dans la continuité de ce que vous expliquez, Marie, en fait, pour bénéficier d'une exonération donc, des droits de douane au titre de cet accord de commerce et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni, il y a des conditions, bien sûr, à respecter. Donc, les trois conditions à respecter, elles sont finalement les mêmes que pour tout accord commercial, hein. C'est-à-dire que le produit doit être originaire du pays d'exportation, donc l'UE ou le Royaume-Uni, au sens des règles de l'accord d'origine. Le bénéfice de la préférence tarifaire doit être sollicité, ça ne se fait pas automatiquement, c'est pas parce qu'il y a un accord avec le Royaume-Uni que si vous faites une déclaration en douane l'accord, le bénéfice de la préférence tarifaire vous sera appliqué, il faut le solliciter par un code. Et vous devez justifier que votre produit respecte bien le caractère origine préférentielle. Donc, soit vous optez pour l'attestation d'origine, on verra avec le système REX, soit vous optez pour la connaissance de l'importateur. Mais on insiste sur le fait que, quel que soit votre choix, il faut l'avoir fait avant de faire votre déclaration en douane, parce que des éléments vous seront demandés en cas de contrôle. Et si vous n'avez pas la disposition de ces éléments pour prouver le caractère originaire, vous pouvez être embêté. Donc, assurez-vous bien de pouvoir justifier du caractère originaire du produit avant de solliciter la préférence et avant de choisir votre mode de preuve d'origine. Alors,
Premier cas, en fait, première condition à respecter à la slide suivante, le produit doit être originaire de l'UE ou du Royaume-Uni au sens de l'accord. Donc, pour savoir si votre produit est originaire au sens de l'accord, il faut aller vous reporter en fait aux annexes de l'accord et avec ces deux origines, ces deux annexes pardon, de l'accord qui vont détailler par produit quelles sont les règles applicables, les règles spécifiques en fait pour vérifier si votre produit peut être classé comme un produit originaire préférentiel au sens de cet accord. Donc là, on vous a mis les coordonnées, c'est notamment l'annexe origine 2, qui est annexée donc au protocole d'accord avec le Royaume-Uni et qui détaille si votre produit est originaire ou pas. Alors, deuxième condition, à la slide suivante, le bénéfice du traitement tarifaire. Donc, pour bénéficier de ce traitement tarifaire préférentiel, il faut bien sûr le solliciter sur la déclaration en douane. Donc, vous pouvez le solliciter au moment de l'importation sur la déclaration. Alors, on peut aussi le solliciter a posteriori via une demande de remboursement. L'article 18 bis du protocole le prévoit. Moi, je ne le conseille pas, très honnêtement, parce que je pense que vraiment, il faut, avant de faire ces opérations d'importation, prévoir d'être en mesure de pouvoir justifier de l'origine, ou d'exportation, ça dépend dans quel sens on est, mais il faut vraiment préparer son dédouanement et avoir déjà mis tout ça en place avant, parce que dossier de remboursement, oui, c'est faisable, mais c'est long. Ça engorge un peu les services aussi, hein, il faut le dire, le traitement des dossiers de remboursement, voilà, c'est pas automatique. Vous allez, vous, de votre côté, perdre du temps. Mieux vaut préparer son dédouanement et s'assurer qu'on est en mesure, en amont, de pouvoir solliciter l'origine préférentielle. Alors, pour ça, on vous a mis case 36 du DAU. Dans les préférences, bien sûr, il faut indiquer le code 300. Pour, si vous passez par un opérateur, notamment en fret aérien, il faut le préciser parce que les logisticiens en aérien, voilà, il faut vraiment que l'opérateur qui exporte là connaisse un petit peu ces éléments-là et vérifie si son logisticien applique bien ces canaux-là, parce que c'est plus en aérien où on a des retours problématiques qu'avec un RDE classique qui maîtrise ce genre de canal. Donc code 300 case 36, bien indiquer le code GB pour le pays d'origine en fait, hein, quand vous êtes à l'import. Et donc en case 44 du DAU, c'est là où vous allez indiquer quel type de preuve d'origine vous choisissez. La preuve d'origine fondée sur l'attestation avec le code U116, le code U117 quand vous utilisez la connaissance de l'importateur, ou le code U118 quand c'est l'attestation, mais pour plusieurs envois. Alors ça, c'est réservé sur des envois de marchandises strictement identiques, et cette attestation, elle sera valable pour une durée d'1 an. Voilà. Mais la base d'utilisation de l'attestation d'origine, normalement, c'est par envoi. Voilà, la petite différence, c'est qu'effectivement, quand ce sont des marchandises identiques avec un flux très régulier, vous pouvez par facilité utiliser une attestation d'origine qui va couvrir des envois multiples. Alors, la troisième condition pour donc justifier du caractère originaire, c'est soit l'attestation d'origine, comme on en a parlé, soit la connaissance de l'importateur. Alors, on va développer un peu après à la slide suivante, mais j'insiste sur le fait qu'il faut connaître avant de faire votre déclaration en douane quel type de modalité vous allez vraiment utiliser. Pour l'attestation d'origine, donc ça ressemble un peu à ce qui est déjà utilisé sur les déclarations sur facture, en fait, hein, pour beaucoup d'accords, ça fonctionne comme ça. C'est une mention qui est établie sur le document qui suit la marchandise.
l'exportateur va établir lui-même cette attestation d'origine pour prouver le caractère communautaire de sa marchandise. C'est donc une mention qui est rédigée soit sur la facture, soit sur le bon de livraison, ou sur tout d'autres documents qui permettent d'identifier clairement le produit. Alors, l'accord UE-Royaume-Uni ne mentionne pas document commercial parce qu'ils ont voulu élargir et être souple dans le type de document utilisé. Donc, ce n'est pas obligatoirement sur la facture que cette mention doit être utilisée. La forme est relativement libre. Ce qui n'est pas libre, c'est la mention que vous devez apporter, bien sûr, pour justifier de l'origine. Et surtout, il faut savoir qu'il faut que ce soit un document qui décrive de manière très précise la marchandise. Il faut qu'on soit à même de pouvoir faire le rapprochement entre ce document et la marchandise qui est exportée, en fait. Petite précision, hein, on l'a dit tout à l'heure déjà, mais pour tout envoi supérieur à 6 000 €, il vous faudra le statut REX pour pouvoir attester de l'origine préférentielle UE de votre produit sur le document. Alors, beaucoup d'opérateurs se sont retrouvés dans un petit court délai à avoir besoin de ce statut REX. Donc, la Direction générale des douanes, pour faciliter un petit peu ces démarches-là, a automatisé, le 18 janvier, elle a automatisé en fait les relations REX existantes pour ajouter le Royaume-Uni dans les pays de destination des marchandises des opérateurs qui possédaient déjà l'identification REX. Alors, pour tous ceux qui n'avaient pas encore de statut REX, eh bien, il faut quand même solliciter via la plateforme Soprano, à partir de votre compte douane, l'identification au REX. Pour ceux qui avaient déjà un numéro REX, il a été mis à jour normalement en ajoutant le Royaume-Uni. Mais attention, on insiste sur le fait que ça ne vous dégage pas de la responsabilité de bien vérifier si vous entrez dans le cadre de l'origine préférentielle. Il faut quand même vérifier si votre produit peut bénéficier de l'origine préférentielle. Donc, on l'a dit, l'attestation d'origine, elle couvre en principe un envoi, mais elle peut être utilisée pour une période d'1 an pour plusieurs envois, condition que ce soit des marchandises vraiment identiques, donc même nomenclature, même désignation et même acquisition du statut préférentiel UE dans les mêmes circonstances. Donc, sur une période de 12 mois, c'est possible de l'utiliser. Côté britannique, précision, les opérateurs britanniques mentionnent un numéro d'identification qui est leur numéro EORI pour justifier du caractère originaire Royaume-Uni. Ils n'ont pas de numéro REX. Hein. Voilà, ça c'est le numéro REX, c'est pour l'exportateur français. Côté britannique, il n'y a pas. Ce sera donc le numéro EORI. Alors, à la slide suivante, donc on va voir que soit on utilise l'attestation d'origine, soit la connaissance de l'importateur pour justifier donc de cette origine préférentielle. Là, on est sur l'attestation d'origine. Alors, comme l'accord a été conclu dans un délai très très court, l'Union européenne, par souplesse, permet aux opérateurs de faire quand même une attestation d'origine, même s'ils n'ont pas encore collecté toutes les déclarations de fournisseurs. Parce que quand c'est un produit qui est issu du sol, extrait du sol européen, l'attestation d'origine, on n'a pas besoin d'avoir une déclaration de fournisseur. On est le fournisseur au final. Mais quand on exporte un produit qu'on a fabriqué à partir de plusieurs matières et de plusieurs produits qui viennent de différents fournisseurs, pour justifier du caractère communautaire de votre marchandise, il faut bien que vous ayez les déclarations du fournisseur qui vont prouver que le produit a bien une origine UE. Voilà, et vous, au final, vous pouvez déterminer l'origine préférentielle UE de votre produit. Donc là, l'Union européenne permet
de ne pas disposer de toutes ces déclarations encore de fournisseurs, mais attention, ça ne vous dégage pas non plus de la responsabilité en matière de justification de l'origine. Donc cette souplesse, elle est existante aujourd'hui durant une période d'1 an, mais à compter de la fin de période de transitoire, il faudra avoir vraiment collecté toutes les déclarations du fournisseur pour pouvoir exporter en estampillant l'origine préférentielle. Deuxième modalité de justification du caractère originaire, après l'attestation d'origine, on peut utiliser la connaissance de l'importateur. Alors là, on vous disait, c'est quelque chose qui est un peu nouveau quand même si c'est déjà en vigueur avec l'accord Japon. Il n'y a pas de document standard pour prouver l'origine communautaire quand on utilise la connaissance de l'importateur. Vous indiquez ce choix sur votre déclaration en douane, mais alors attention, ça implique en fait qu'il vous faut avoir connaissance vraiment des éléments que votre fournisseur vous aura transmis, fournisseur britannique. Quand vous êtes importateur, si vous voulez justifier du caractère communautaire, enfin du caractère UK, pardon, du produit importé et que vous utilisez la connaissance de l'importateur, il faudra vous assurer que vous avez vraiment tous les éléments qui vous permettent de justifier cette origine-là. Notamment dans un exemple, Marie vous développera tout à l'heure, mais votre fournisseur n'est pas obligé de vous transmettre toutes les informations. Il y en a qu'il peut considérer confidentielles et il sera en droit de ne pas vous les donner quand vous êtes, vous, importateur. Alors, exemple, si le produit que vous importez, la règle d'origine de ce produit d'importer, elle oblige... elle prévoit en fait une règle spécifique pour un produit dont le tissage, par exemple en bonnetterie, combiné à une confection. Il faudra que en tant qu'importateur, vous puissiez prouver que le tissage ou le tricotage du produit, ils se sont bien effectués sur le territoire du pays partenaire. Si votre fournisseur ne veut pas vous donner tous les éléments pour prouver parce que il y a des valeurs factures qu'il veut conserver, il y a des choses qu'il ne veut pas de la sous-traitance par exemple, il n'est pas obligé de vous donner toutes ces informations-là. Donc, avant de faire la déclaration, regardez comment vous allez justifier votre origine, regardez si vous êtes à même de collecter toutes ces informations-là. Voilà, juste précision, en fait, la connaissance de l'importateur, c'est quelque chose qui a vocation à devenir le nouveau standard dans les accords Union européenne et dans les futures négociations des accords préférentiels que l'UE est en train de conclure avec d'autres pays. C'est quelque chose qui est en voie d'utilisation de plus en plus importante. Donc, il faut un peu s'habituer à cette notion pour justifier du caractère communautaire. Je vais repasser la parole à Marie, qui va vous expliquer quelles sont les conséquences de ces documents en matière de contrôle. Tout à fait, merci. Donc, en fonction du choix de l'option 1 ou de l'option 2, les modalités de contrôle ne seront pas les mêmes. Donc, il faudra vraiment y prêter une attention, être vigilant sur ça. Si vous faites le choix, donc option 1, le choix de l'attestation d'origine, il y aura 3 protagonistes. Le service douanier qui fait la demande, qui va faire la demande à qui? À l'importateur, lequel importateur va se mettre en relation avec l'exportateur pour avoir des documents. C'est ce qu'on vous a écrit. Donc, premier acteur, les autorités douanières du pays d'importation qui vont adresser une première demande d'information à l'importateur. L'importateur, donc deuxième intervenant, celui-ci, l'importateur, va répercuter à l'exportateur qui a émis l'attestation d'origine. Et troisième intervenant, l'exportateur, qui va avoir le choix entre ne rien communiquer à l'importateur de plus que l'attestation d'origine qu'il a faite, ou communiquer toute ou partie des informations demandées à l'importateur. Bien évidemment, en fonction de la réponse obtenue, les services douaniers vont aviser et estimer que les informations sont suffisantes ou pas. Si elles ne sont pas suffisantes, les autorités
autorités du pays d'importation vont pouvoir, dans le cadre de la coopération administrative, demander au pays de l'exportateur de vérifier l'attestation d'origine facture, voir qu'il n'y ait pas de difficulté. On vous a mis également dans le petit encart l'article origine 26, paragraphe 3, pour que vous l'ayez à l'esprit, mais on attend à ce niveau-là des précisions au niveau européen. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir quand ça se sera affiné. En fait, on vous indique que la partie importatrice ne peut pas refuser la préférence au seul motif que la partie exportatrice a refusé de transmettre certaines informations jugées confidentielles par l'exportateur. Et on tombe sur le problème de la confidentialité des données, et vous comprenez pourquoi on attend des précisions à ce niveau-là, parce que jusqu'à quel point le refus de transmettre des documents ne va pas finalement gêner la preuve demandée. Donc ça, c'est le premier choix. Quand vous avez fait le choix de l'attestation d'origine, c'est assez simple, assez clair et finalement, somme toute, classique avec ce que vous connaissez. Deuxième slide suivante, deuxième option, le choix de la connaissance de l'importateur. Alors là, les choses se compliquent un peu parce qu'il n'y a que deux protagonistes. Il n'y a que le service douanier, donc la douane du pays, et l'importateur qui vont intervenir. L'exportateur n'existe pas. La relation se fait à deux. Ici, et ce qu'on vous met, les autorités douanières du pays d'importation s'adressent exclusivement à l'importateur et vont demander à l'importateur d'apporter des preuves. Pour un délai, ce qu'on vous marque, un délai de 3 mois. On vous met à l'issue d'un délai de 3 mois suivant la date de la demande, si aucune réponse n'est apportée ou les éléments transmis sont inadéquats, on peut refuser la préférence tariffaire. Si un complément d'information est nécessaire, une nouvelle demande d'information est transmise à l'importateur qui dispose également d'un nouveau de 3 mois pour y répondre. Et enfin, si les éléments transmis ont permis de déterminer l'origine, l'importateur bénéficie de la préférence tarifaire, donc issue positive. Et on attire bien votre attention sur le fait qu'à aucun moment, l'exportateur n'est sollicité par les autorités douanières dans le cadre du contrôle. C'est uniquement entre la douane et l'importateur. L'exportateur n'intervient pas. Donc, vous comprenez que dans le choix de la connaissance de l'importateur, on va y venir après, mais je vais le développer après, c'est quelque chose qu'il vous faut anticiper. C'est-à-dire que dans vos relations commerciales, si vous faites le choix de la connaissance de l'importateur, soyez bien clair dans vos contrats, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez transmettre dans le cadre de la connaissance de l'importateur. Quels sont les éléments, les données confidentielles que vous avez accepté de transmettre. Il faut le mettre noir sur blanc. Ou que votre client vous le mette noir sur blanc si c'est lui qui devra vous permettre d'apporter la preuve de la connaissance de l'importateur. Et on va passer justement sur ça, sur la slide suivante, sur la fameuse confidentialité de données. Dans l'article ORIGE 27, on vous précise les dispositions générales relatives à la confidentialité des données. Sur la connaissance de l'importateur, on vous met, cette modalité implique que l'exportateur transmet à son client importateur tous les justificatifs permettant de prouver le caractère originaire du produit bénéficiant du traitement préférentiel. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il vous faut anticiper. C'est-à-dire que avec votre client, il vous faut mettre dans le contrat commercial qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir si c'est vous qui importez ou donner si c'est vous qui êtes l'exportateur et qui est vers votre client. Par conséquent, on vous met afin de ne pas transmettre que les éléments, afin de ne transmettre que les éléments nécessaires. La douane vous invite, en tant qu'exportateur français, à inscrire dans les contrats commerciaux la nature et les modalités de transmission de ces informations. Et surtout, à bien connaître là où les règles d'origine applicables à vos produits. C'est-à-dire que si pour prouver, je dis n'importe quoi, si pour prouver l'origine, il faut qu'il y ait un changement de position tarifaire, ben, il suffira d'apporter la preuve du changement de position tarifaire. C'est tout. On ne va pas vous demander où est votre sourcing. D'accord? Donc, quand vous regardez les accords d'origine, vous allez voir qu'est-ce qui permet de dire mon produit, il a telle origine. Et c'est uniquement ces éléments de preuve qu'il vous faut apporter.
tout ce qui n'est pas prévu dans l'accord d'origine pour dire c'est ça qui permet d'apporter la preuve de l'origine, tous les autres éléments périphériques, vous n'avez pas à les transmettre. Donc, soyez à la pointe au niveau de l'accord pour savoir ce que vous devez transmettre et anticiper dans votre contrat commercial, puisque vous connaissez comment on détermine l'origine qui est demandée, il vous faut mettre, vous faites un copier-coller carrément de ce qui est dans l'accord d'origine en disant que l'accord d'origine prévoit que, et vous listez ce qui est prévu pour prouver l'origine. Et donc, nous nous engageons à apporter la preuve par ces biais-là et uniquement par ces biais-là. D'accord? Donc ça, vraiment, on insiste sur ça pour que vous ne soyez pas mis en difficulté avec vos clients si c'est vous l'importateur ou si vous êtes également l'exportateur. Vous n'avez pas à divulguer l'ensemble de vos process, absolument pas. D'accord? Par ailleurs, à ce niveau-là, normalement, la Commission européenne, alors le timing, on ne l'a pas, la Commission européenne devrait publier des lignes directrices sur l'accord UE-Royaume-Uni. On les attend justement pour aider à mieux utiliser cet accord. Slide suivante, je reviens un peu sur par rapport à ce qu'on vous a dit, donc je vais accélérer et on est bien au niveau du timing. Au niveau du cumul, je vous avais vu dans la première partie qu'il y avait le cumul pouvait être bilatéral ou total. Ces deux types de cumul, le bilatéral et le total, sont autorisés dans l'accord UE-Royaume-Uni. Donc ça, je n'y reviens pas, ce que vous avez sur le slide, vous l'avez à l'intérieur de l'accord. Slide suivante, les opérations insuffisantes. On vous explique dans l'article Orige 7 les productions qui sont considérées comme insuffisantes pour acquérir le caractère originaire. Par exemple, on vous indique bien que les opérations telles que le marinage, le séchage ou le fumage ne sont pas considérées comme insuffisantes. Sous-entendu qu'elles peuvent être considérées comme suffisantes. Les règles d'origine spécifiques aux produits, les fameuses RSP. Donc, vous voyez à l'écran que là, l'accord UE-Royaume-Uni, on peut avoir des règles alternatives ou des règles cumulatives. Donc, c'est ce que vous avez écrit en dessous. Donc, pour l'exemple qu'on vous a pris, c'est chapitre 25. Pour les positions tarifaires 25,01 à 25,30, on vous dit que c'est du CPT, donc c'est un peu barbare, CPT, c'est changement de position tarifaire, ou max MNO 70%, PDU. Super, donc max MNO, là on ne vous l'a pas remis, mais c'est pour vous faire toucher du doigt que quand vous allez ouvrir, il vous faut trouver le sens de ces mots. Max MNO, c'est le maximum de matière non originaire autorisée. Dans ce cas, c'est 70%. Et PDU, c'est au prix des parts usines. D'accord? Donc, faites bien attention sur la formulation et malheureusement, il faut, si vous êtes vraiment concerné par l'accord, vous risquez de l'être, il faut vous mettre le nez dedans pour être sensibilisé, pour vous sécuriser au maximum au niveau de vos contrats commerciaux avec vos clients ou fournisseurs, peu importe. Mais voilà, le contrat commercial, tout doit être écrit dedans. Comme ça, votre client ou votre fournisseur, il n'y aura pas de surprise. Vous avez bien prévu que, oui, s'il y a la connaissance de l'importateur, nous vous donnerons tous les documents qui sont nécessaires au nom et au regard de l'accord pour prouver cette origine. Par exemple, ici, c'est du changement position tarifaire ou du maximum MNO 70%. Donc, il vous faudra dire que effectivement, le maximum de matière non originaire, il est de 70%. Voilà. Donc, on en a fini avec la présentation de cet accord. Il n'y a pas de piège dans l'accord Royaume-Uni-UE, mais il faut quand même le regarder. C'est un accord, somme toute, classique, mais effectivement, comme parmi vous vous retrouvez confronté avec le Brexit à des relations commerciales qui évoluent. Et si vous n'avez pas habitué à faire de l'import-export avec d'autres pays comme le Japon, tout ça, c'est peut-être la première fois où vous êtes confronté à la lecture d'un accord sur l'origine.
on peut comprendre que ce soit difficile. On est là pour vous soutenir aussi dans cette démarche. Donc là, ma collègue va vous le redire. Vous n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vos représentants douane enregistrés aussi sont là pour vous accompagner en fonction des contrats commerciaux que vous avez avec eux. Mais vraiment, n'hésitez pas et ne vous bloquez pas sur quelque chose. Si vous avez le moindre doute, vous revenez vers nous en disant, voilà, nous, on n'y arrive pas, on ne comprend pas. Et donc, voilà. Et le vecteur, par contre, pour nous aider à mieux traiter votre demande, vraiment, on insiste, c'est le mail. Ça nous permet, nous, de revoir votre mail, d'aller chercher et après de vous appeler, plutôt que d'être prise en train de faire autre chose avec le téléphone qui sonne, en essayant, en grosso modo, de vous faire une réponse qui n'est jamais très satisfaisante de notre point de vue. Voilà. Maïté, je te relaisse la parole. Oui, alors donc on a fini là, mais simplement voilà les points de contact à utiliser si vous avez des questions sur les formalités douanières. Alors au niveau régional, c'est toujours les pôles action économique. La boîte fonctionnelle est toujours la même. Hein. Pour Bordeaux, ça va être PAE-6 Bordeaux @douane au singulier.finance avec un s.gouv.fr. Pour les autres PAE, c'est la même chose, mais vous ne mettez pas Bordeaux, vous mettez Poitiers ou vous mettez Bayonne, ça dépend de votre zone de rattachement. Et après, vous avez aussi au niveau local le PGP, le pôle de gestion des procédures, qui est un point de contact essentiel pour les formalités et les procédures, puisque dans l'exemple du REX, par exemple, là, sur Soprano, c'est les pôles gestion de procédures qui valident et qui instruisent vos demandes d'opérateurs REX. Donc, c'est vraiment des points de contact aussi sur lesquels vous pouvez avoir des précisions sur vos formalités. Voilà. Après, service grand compte, ça va être pour les grandes entreprises qui sont suivies par ces entreprises-là. Et au niveau direction générale, ça passe toujours par les PAE. Généralement, les opérateurs ne sollicitent pas directement la direction générale. Mais pour tout ce qu'on vient de voir, c'est le bureau commune 3 qui est en charge de ces thèmes-là. Mais voilà, vous passez toujours par un point de contact régional pour que les questions puissent être posées. Si vous avez des questions, on peut regarder dans la foulée. On a encore quelques minutes. Voilà. Et puis sinon, c'est vrai que vous pouvez nous les poser aussi a posteriori sur les boîtes fonctionnelles pour qu'on regarde. Oui, il n'y a aucune difficulté. Pour l'instant, il n'y a pas encore de questions qui Donc, on a sont réussi à arrivées, mais je pense que ça ne sera tardé. Ça veut dire qu'on a assommé tout le monde, c'est bien. Non, pas du tout.